En quoi, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que tu entends par enseignement traditionnel et en quoi l'enseignement traditionnel diffère en ce sens de l'enseignement universitaire moderne de l'Ayurveda? L'enseignement traditionnel est transmis par un gourou. Donc, la personne a un gourou, soit vraiment le gourou ou la famille, le gourou, le père, où il y a une transmission vivante. Quand le gourou, le maître, il transmet quelque chose, c'est à partir de son expérience, c'est basé sur les textes et c'est vivant. Ouais, L'étudiant, il reçoit quelque chose et il en fait l'expérience directe. C'est autre chose que d'être dans une salle avec 50 personnes et on voit une présentation PowerPoint. c'est clair. Et, et le gourou aussi, il sait exactement les capacités de l'étudiant, il sait quoi, quand transmettre. Mhm. Donc, la personne, il va, comment dire, prendre les enseignements ou le savoir au moment où il faut, où c'est le mieux pour lui pour absorber. Mhm. Et il y a par exemple, une médecin qui est donc dans l'établissement où je suis le plus en ce moment. Il y a, ça fait 18 ans maintenant qu'elle est avec le même médecin. Elle le suit, elle est elle-même une bonne médecin. Mais elle m'a dit, quand elle a quitté, donc elle a terminé ses études à la fac, et elle est arrivée là, dans ce lieu aussi traditionnel, elle m'a dit, je vais recommencer à zéro. Alors bonjour, je suis ce matin ou ce soir, selon le fuseau horaire, en compagnie de Manuela Dayur-Sadvik. Bonjour Manuela. Bonjour Jonathan, merci de Manuela, ton invitation. grand plaisir. Manuela était mentionnée dans une vidéo précédent avec Charlène qui nous a raconté son expérience de Panchakarma et qui avait été accompagnée, qui avait été guidée par Manuela à travers son passage à un centre ayurvédique. Et puis, ça nous a donné le goût ça m'a donné le goût de rencontrer Manuela. Donc, on a échangé par courriel quelque peu. Et puis, on s'est dit qu'on se rencontrerait. Euh, alors voilà, vous êtes témoin de cette rencontre. C'est la première fois qu'on se parle, Manuela, n'est-ce pas? Oui, comme ça en De live, vive, oui, de vive une voix. fois. Peut-être que la première question, ça pourrait être comment l'Ayurveda est entré dans ta vie, ou peut-être devrait-on dire comment l'Inde est entrée dans ta vie. Je crois que présentement tu es dans l'Inde. Dans quelle région au juste? Là, j'habite dans le Tamil Nadu, mais je travaille avec des cliniques dans le Kerala. Donc, je suis entre le Kerala et le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, la plupart du Ok, temps. d'accord. À la pointe sud de l'Inde. Ouais. Donc, et en ce moment, ta résidence est comme telle au Tamil Nadu, c'est un endroit où tu habites Oui, depuis j'habite longtemps. ici dans le Tamil Nadu, à Tiruvannamalai. J'ai loué quelque Ok. chose, ici, mon mon lieu de refuge. Et puis, quand il y a des personnes qui viennent pour des cures, je vais à la clinique. À la clinique. La clinique se trouve au Kerala, mais je crois un peu à l'est du Kerala, dans les zones un peu moins populées. Oui, dans le nord du Kerala, en fait, dans les zones moins touristiques, pas du tout touristiques même. Donc là, je travaille avec plusieurs cliniques dans le nord du Kerala Ah, d'accord. et dans une clinique, je fais des accompagnements. Et dans les Ah, autres, je peux envoyer des gens s'ils parlent anglais et s'ils peuvent se débrouiller seuls, ils peuvent aller dans les autres endroits aussi. et de quelle manière ça s'est déroulé dans ta vie pour que tu, tu, tu établisses résidence au Tamil Nadu, que tu accompagnes des gens dans des cures ayurvédiques? Comment ça a commencé, toutes ces histoires? Oui, c'est une longue histoire. En fait, je vais Oui, essayer de faire court. J'habitais à Paris à l'époque et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du Jyotish et de l'Ayurveda. Donc, Jyotish, c'est l'astrologie védique. mhm, Et il m'a fait une séance à l'époque de 5 heures qui m'a beaucoup impressionnée et laissé beaucoup de traces. Et il a commencé à me donner un traitement ayurvédique. Donc, il y a maintenant peut-être 18 ans de ça, quelque chose comme ça.
Et pendant 3 ans, j'étais donc sur un traitement ayurvédique avec des poudres et des trucs en France. Mais à un moment donné, il m'a dit, ce sera quand même bien que tu fasses une cure. Et il m'a donné une adresse en Inde. Et comme j'avais depuis depuis la jeunesse, vraiment un appel de l'Inde, mais il n'y avait jamais le bon moment pour partir ou les circonstances, alors que là, j'avais une adresse. Et je me dit, c'est ça le moment, maintenant, ça y est, je peux partir. Et tout se mit très, très simplement en place pour que je puisse partir pour 6 mois. Et pendant ces 6 mois de séjour en Inde, j'ai fait donc une cure dans le sud de l'Inde de 35 jours qui m'avait complètement chamboulée dans le bon sens du terme. Vraiment, il y avait une grosse transformation. Est-ce que tu recevais des soins? Est-ce que c'était pour adresser des problèmes de santé, les démarches en France, ou c'était simplement pour une démarche de santé, de croissance personnelle, sans nécessairement chercher à échapper à un problème quelconque? Un peu le deux, mais il y avait des petits problèmes, des migraines, des problèmes digestifs. On a des petits trucs qui clochent, qui vont pas toujours bien. Donc oui, c'était pour ça, des trucs de digestion et de la migraine surtout. Okay. Et puis à ce moment-là, est-ce que tu occupais un métier? Est-ce que tu avais des études? Est-ce que tu avais une occupation quelconque, ou c'était possible de quitter comme ça pour partir en Inde, de laisser les choses derrière? Est-ce qu'il y avait une En date fait, de retour? je suis photographe à la base. J'ai étudié la photo à D'accord. Paris. OK. Mais c'était plutôt la photo artistique, hein. On faisait des OK. expos, je tournais avec plusieurs artistes, on faisait des festivals de photos au niveau international et tout. Et puis, pour vivre aussi à côté, je donnais des cours d'allemand à Paris à des enfants, mais aussi à des adultes. OK. Et oui, en fait, c'était facile parce que j'étais arrivée dans un carrefour dans ma vie où il y avait plusieurs choses j'ai pris la décision d'arrêter et de changer quelque chose. Et ça se fait tout naturellement après. Et je pouvais pas faire autrement, en fait. OK. C'était comme un moment, c'était un tournant dans la vie, puis Un vrai c'était difficile à tournant. Et puis, suspecter. ouais. Et puis après les 6 mois en Inde, quand j'étais dans l'avion pour revenir en France, je me suis dit, je vais dans la mauvaise direction. C'est pas la bonne. Qu'est-ce que je fais? Et donc, quand je suis arrivée en France, j'ai quand même attendu quelques mois pour laisser descendre les émotions, pour tout Mm. intégrer et digérer toutes les expériences pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est pas une truc, on décide sur l'émotion Mhm. quelque chose et après on se rend compte qu'en fait c'était complètement aveugle. Mais Mhm. ouais, c'est pas descendu, les sentiments ne sont pas descendus et la décision. Donc du coup, j'ai commencé à vendre toutes mes affaires et à donner et à tranquillement laisser les choses derrière moi pour partir bien Un après. coup de foudre avec l'Inde, quoi. Il fallait se demander, bon, Ouais, est-ce que je fais une folie avec ce coup de foudre? pardon. Il fallait se demander, se poser la question, est-ce que c'est une folie céder à ce coup de foudre? Ouais, ouais, je sais Un pas. petit On instant peut pour pas mettre les poser un mots. moment. Ouais. Mais aujourd'hui, je crois que tu regrettes pas du tout d'avoir fait ce saut. Ah non, non, jamais, jamais. Je suis trop contente d'avoir fait ce saut. Sinon, je pense que ça aurait été très destructif pour moi de rester là-bas où j'étais. Mhm. Il y avait un impasse et c'était terminé. La France et toute cette démarche d'avant, j'étais arrivée à un point où il fallait continuer à aller ailleurs. Ouais. Et puis cet appel de l'Inde, quand je faisais la cure, tout le jour, j'ai observé mon corps et j'ai observé les changements et la transformation. Et vraiment, c'était hallucinant. Et je me suis dit, chaque être humain devrait au moins vivre une fois cette expérience dans sa vie. Et je voulais partager ça. Et j'ai vu pendant la cure des personnes étant assises avec le docteur, avec Google Translate, pour pouvoir communiquer. Et je me suis dit, mais non, comment ils peuvent, dans une telle démarche, venir avec Google Translate, donc toute la dimension spirituelle et la profondeur, elle se perd. Mhm. Et cet ami
qui faisait du Jyotish et de l'Ayurveda, il avait des personnes qui voulaient venir en Inde, mais qui avaient peur de venir seules et qui parlaient pas anglais. Donc, c'est comme ça, tout simplement, les choses se mis en place, les projets où l'idée est venue de faire des accompagnements. Et puis, voilà, Donc de tout s'est fait, partager. c'était un changement radical de vie, mais ça s'est fait d'une façon tout à fait naturelle et Tout dans à fait la naturel. douceur, la... Oui, sans forcer. Bien, dans la douceur, bien sûr, il y avait quelques émotions de quitter la France Mhm. et il y avait quand même des angoisses, bien sûr, parce que de sauter comme ça. Mais au fond, il y avait la confiance. Hmm. Et puis, est-ce que t'as reconstruit un tissu social ou est-ce que tu t'es senti seul parfois en Inde ou t'as toujours, Non, non, non. Je me sens plus je pose la seule quand question, mais je croirais pas. Non, 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 non. Je me sens plus seule quand je suis en Europe. Ok. Ici, je me sens pas seule. Jamais. Même si je suis vraiment seule, Mhm. entre guillemets, mais bizarrement, il n'y a pas la solitude, pas Mhm. le truc de oh je suis toute seule ou je me sens à l'écart parce qu'aussi bien sûr je reste toujours un peu l'exote, je suis pas indienne et en même temps il y a une intégration et il y a toujours le contact. Je sais pas, c'est non, je me sens pas seule du tout. C'est très bien. Ben, en fait, moi, connaissant, ayant habité en Inde puis connaissant les gens amoureux de l'Inde, ben, je pourrais pas imaginer qu'on s'y sente seul. Quoique, euh, personnellement, lorsque je fais la transition entre un monde et l'autre, entre l'Occident et l'Inde, j'ai l'impression, quand je suis en Inde, j'ai l'impression d'être une cellule qui est à côté ou qui est à côté d'une autre cellule, puis que, bon, je vibre avec un tissu qui est tout près, qui est tout, qui m'entoure. En Occident, j'ai plutôt l'impression d'être un petit neurone avec un qui lance ces petits axones très très loin, puis là, là-bas, il y a un contact, il y a quelque chose. Je me sens comme dans un Ouais, espace où tout est immense et un peu vide, un peu comme oui, une maison qui a pas de meubles. C'est un peu mon oui, oui, je sentiment. comprends cette métaphore. Ouais, ouais. Oui, oui. Bah, rien ne fait, par exemple, ici, on rentre dans le train, même pas une minute, on est là, déjà, on est dans une discussion avec quelqu'un. Donc, il y a toujours les contacts. Alors qu'en Europe, on peut être assis 2 heures à côté de quelqu'un dans le train, il n'y a même pas un sourire. Et même Mhm. si on essaye de rentrer en contact, c'est mal compris, souvent. Ouais. Donc, ouais, quand je suis arrivée la première fois en Inde, le deuxième jour, j'étais avec un copain. Et dans la rue, et tout le temps, je demandais, mais ils se connaissent tous? Parce que franchement, ça m'avait l'air, c'était à Delhi, dans une grande ville, mais j'avais l'impression qu'il y avait une telle interaction entre les gens ils se connaissent tous. Tout le temps, je demandais, mais ils se connaissent? Il m'a dit non, non. Encore tout récemment, ben, c'est encore le cas dans le sud de l'Inde, mais ça change doucement. Mais il y a encore des gens qui barrent pas leur maison, ils barrent pas ils garent la voiture, ils barrent pas la voiture. Ça commence un peu, mais c'est encore comme un peu partout dans le monde, ici aussi au Québec. Et la cure de 35 jours, la cure initiale, est-ce que c'était un panchakarma ou c'était une partie d'un panchakarma ou simplement une cure ayurvédique prolongée ou peu importe? En fait, le vrai panchakarma, entre guillemets, j'en ai jamais fait parce D'accord. que les médecins avec qui je travaille, ils donnent le nécessaire. Mhm. Donc les 5 actions, j'en ai Pas jamais besoin. reçu. J'ai jamais fait le Vamana, donc le vomiting, Mhm. ni le nettoyage du sang. Mhm. Mais bien sûr, il y a dans chaque traitement que j'ai fait, il y avait toujours des traitements qui font partie du fameux Panchakarma. Ouais. Des, Et cette cure initiale, oui, il y avait la purgation, donc le Verichena, il y avait le Nasyam, il n'y avait pas le Vasti à l'époque, ni le Vamana, ni le nettoyage du sang. il y avait la nourriture, il y avait simplement d'habiter là, de vivre avec la nourriture, de pulser au Voilà, rythme. il y avait la nourriture adaptée aux patients, il y avait donc les différentes phases du traitement qui étaient là. C'était très intense et c'était très beau en même temps.
de tout découvrir. Et aujourd'hui, comment est-ce que les gens viennent à toi? Est-ce que c'est par des rencontres? Comment est-ce que les gens se font accompagner par toi? Comment est-ce que ça se produit? Et puis, comment est-ce que les gens te trouvent? Et pourquoi tu Ils vas à une peuvent me clinique trouver. plutôt qu'une autre? Comment ça se passe? Les gens, c'est toujours souvent de bouche à l'oreille que les gens me trouvent. Puis après, j'ai un site internet aussi, où D'accord. si les gens, mais ça passe moins. Il y a beaucoup de demandes, mais pour que ça se fasse vraiment abouti dans un traitement, c'est rare par le site internet. D'accord. Et sinon, souvent, quand les gens me contactent, dès le premier contact, je sens dans quelle clinique, j'ai une idée dans quelle clinique je peux les guider ou OK. orienter. Parce que la demande, elle montre déjà un peu le besoin de la personne, ou oui, on peut sentir quelque chose. Et puis après, dans la conversation téléphonique que j'ai avec les gens, je peux donc plus savoir vers où, ou qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles recherches, pourquoi ils viennent. Et à ce moment-là, il y aura la décision vers quelle clinique je les oriente. OK. Fait que donc des gens parlent de toi, d'autres gens ont entendu, ont eu des expériences, puis Voilà. ils remontent jusqu'à toi, puis tu les guides. Puis, et toi, tu as découvert ces différentes cliniques en les essayant toi-même ou à force de discuter avec d'autres personnes sur le sujet? Est-ce que tu as développé aussi une pratique? J'ai pas fouillé ton site de fond en comble, est-ce que tu as développé une certaine pratique ayurvédique aussi? Moi, déjà, à travers toute mon propre expérience, j'ai développé une certaine connaissance ayurvédique. Mhm. Puis j'ai étudié un peu de droite à gauche. Pour le moment, ça s'est pas fait d'avoir une vraie formation. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il y avait des obstacles. Donc OK. j'ai étudié le sanskrit aussi, un peu. Et comme je suis tout le temps entre le patient et le docteur, donc c'est ça mon apprentissage. Et ensuite, je pose des questions au docteur, il m'explique et je comprends. Et puis mes propres traitements aussi font que il y a une curiosité et on veut comprendre des choses. Et donc au bout de 12 ans, j'ai quand même accumulé, si on regarde l'océan de l'Ayurveda, une petite goutte de connaissances, Mhm. ce que je peux transmettre aux gens, où je peux être donc le soutien pendant leur cure pour les rassurer et expliquer, faire comprendre des choses s'il y a des doutes. Et est-ce que tu Ah, demeures souvent tout le long des soins aussi? Est-ce que tu vas demeurer dans les environs la majorité du temps? donc dans la clinique où je fais les accompagnements, je reste tout le séjour de la personne, je reste avec la personne. Pas dans la même chambre, bien sûr. J'ai ma propre chambre. Et je viens, oui, il faut le préciser, je viens plusieurs fois par jour parler avec la personne, discuter avec la personne. On a mis des protocoles en place aussi pour pouvoir accéder ou ouvrir un peu les choses qui sont en arrière-plan chez la personne. Pour le médecin, il a une idée plus profonde. Et souvent, ce qui se passe aussi, quand je suis avec la personne et on discute normal, il y a d'autres choses qui viennent à la surface que la personne ne dirait pas forcément pendant la consultation. Déjà, la consultation, elle est assez courte souvent, ou elle est très précise, et puis on n'y pense pas tout le temps. Donc, au fur et à mesure, je peux transmettre des infos complémentaires au médecin. Je communique Mhm. où je sens, ok, aujourd'hui la personne elle est pas bien, elle est triste, il y a Mhm. ça. Donc bien sûr dans la mesure, dans la dimension, dans la mesure de l'intimité de la personne que je respecte, Mhm. je vais transmettre des choses. Quelquefois, s'il y a des choses très très intimes, bien sûr, je vais demander avant, est-ce que je peux le transmettre Ouais, au ouais, ouais. docteur. Donc j'ai d'abord commencé à travailler avec la clinique où j'ai fait la première cure, donc dans le Tamil Nadu. Mais la clinique, elle était trop grande à mon goût. Les docteurs OK. changeaient souvent aussi. Mhm. C'était pas stable. Il y avait quelque chose qui n'était pas assez pour moi, oui, Ancré. individualisé. Donc, je voulais des cliniques plus petites. Et j'ai cherché. J'ai suivi un docteur qui est parti. On a travaillé quelques années ensemble.
Et après, je voulais avoir ou chercher encore plus traditionnel. Et par les circonstances de la vie, j'ai rencontré des personnes qui connaissaient bien la région, des Keralais, qui m'ont amené vraiment, je fais la recherche et visiter physiquement des centres pour voir, pour trouver des bons endroits. Et souvent, déjà sur le seuil de la porte, je sentais tout de suite, non, on peut, Ouais, hein? on peut partir. Ou OK. aussi, quand les gens, ils me faisaient vraiment le tapis rouge, ah madame, parce que peau blanche, donc Ouais. des Occidental sous, égale argent. accident, argent. Et là aussi, j'avais des doutes. Et puis après, quand j'avais pas de doute, quand je sentais le lieu bien, je commençais à parler avec le docteur. J'ai fait des consultations avec eux sur moi pour savoir un peu comment ils font. Comment ils Et échangent j'ai avec les testé gens. aussi quelques cliniques, comment ils changent, quelle est leur approche, parce que comme j'avais déjà fait plusieurs traitements, je sais qu'est-ce qui se passe sur moi. Donc, je peux voir est-ce que il est à côté ou est-ce qu'il est juste, il est précis, combien il est Mhm. précis dans sa consultation et tout ça. Tu as développé Donc, un genre de regard critique un peu aussi à travers, en visitant plusieurs oui, endroits, ça t'a permis de développer un peu un regard critique. oui, 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 oui. Et de comprendre est-ce que c'est du business ou est-ce qu'ils sont vraiment au service. Bien sûr, chacun doit survivre, mais il y a quand Ouais, même des différences entre être à la chasse des clients ou recevoir des patients. ouais. Il y a des cliniques il y a beaucoup de cliniques qui sont fondées pour recueillir les gens. Bon, les panchakarma, c'est des traitements quand même assez onéreux, donc ça devient un peu une façon d'aller attirer des gens. Il y a d'autres cliniques qui sont plus familiales, qui sont là depuis longtemps. On voit des gens locaux venir. Et souvent, il y en a qui font les deux tout à fait. Là. Ils accueillent des étrangers, ils font des panchakarma, ils accueillent des Indiens pour des traitements longue durée, etc. Mais ils font aussi du service à la population, comme clinique de Ouais, jour, si on veut. Donc ça, c'est un indice très objectif que j'ai trouvé, outre l'intuition, les différentes subtilités, l'attitude, etc. C'est les marques de produits aussi, parce que vous avez les marques comme Himalaya, où vous avez 50% de remise qui vont donner des rabais agressifs, puis des remises énormes aux médecins. Puis vous avez des marques comme Aryavalia Shala, que c'est 20% à peine de commission, qu'ils font jamais de rabais sur rien, que c'est très droit. Et juste là, moi, je vois que les médecins, ils préfèrent laisser tomber des profits, mais les marques qui sont moins profitables sont aussi évidemment les meilleures, les mieux fabriquées, les plus performantes. Donc ça, c'est un petit indice objectif. Des fois, je regardais sur les tablettes des étagères quelle marque. ouais. Est-ce que c'était la marque un Ça peu indique cheap? déjà. Ouais. Ouais, Des ouais, petits ouais. indices. C'est clair. Je me suis fait une théorie, ce serait intéressant de te la soumettre. Parce que bon, j'entends que tu as bâti. Moi aussi, j'ai eu des formations en relation d'aide assez. Bon, j'ai un background, ma mère, elle est psychoéducatrice. Ça fait longtemps que je lis des textes en psychologie, en relation d'aide et tout. Mais néanmoins, je suis pas formé outre mesure en relation d'aide, puis c'est davantage sur le terrain, dans la consultation. J'ai l'impression que toi aussi, c'est à force d'accompagner des gens, de l'avoir vécu, c'est un savoir que j'appellerais humain aussi, donc ça appartient un peu à tous, mais bien sûr, il y a des écoles qui enseignent ça aussi, sauf que, bon, j'ai l'impression que tu as développé la relation d'aide avec le client. Le médecin, il doit apprécier aussi parce que ça lui fait, bon, il obtient un résumé. C'est plus difficile avec les barrières culturelles d'aller chercher des informations plus délicates. Mais moi, je me suis forgé une théorie par rapport aux médecins indiens modernes, puis j'aimerais te la soumettre. J'ai l'impression que les médecins indiens, bon, qui vont exclusivement à l'université, qui font 5 ans, ils vont avoir un enseignement très, très fort en pathologie, des choses comme ça. Mais il n'y a plus la dimension Jyotish, la dimension astrologie qui était là. Et je me suis forgé une explication comme quoi j'ai l'impression que si les médecins n'ont pas bon des qualités personnelles d'accompagnement individuel ou un fort côté spirituel, je remarque que le côté accompagnement individuel est ce qui a souffert le plus dans la plupart des soins ayurvédiques. Et ma théorie par rapport à ça, c'est que
les Indiens ont beaucoup de modèles moraux et spirituels. Parfois, ils vont vers le médecin ayurvédique. Ça dépend vraiment quel médecin ayurvédique, mais un médecin ayurvédique lambda, c'est possible qu'ils aillent vers ce médecin un peu plus pour des problèmes de santé, sans toutefois confier leur spiritualité nécessairement au médecin. Et j'ai l'impression que dans l'ancien temps, le Jyotish était une fabuleuse excuse pour aller visiter des dimensions un peu plus subtiles par rapport aux diverses dimensions qui sont abordées à travers le Jyotish. Ça nous fait aborder des sujets un peu plus individuels, un peu plus spirituels. Comment est-ce que toi tu vois est-ce que tu as l'impression que la spiritualité, le côté accompagnement individuel, le côté vraiment accompagnement de l'individu, est-ce que tu trouves que c'est présent en Inde? Est-ce que, bon, toi, tu viens combler un manque à cet endroit-là, mais est-ce que c'est que culturel par rapport aux étrangers ou tu sens qu'il y a même un manque par rapport aux médecins il y a des qualités qu'ils n'ont peut-être, qu'ils pourraient peut-être gagner à développer, par exemple, ou à réexploiter à nouveau? Déjà, je pense que ça dépend des médecins, déjà. Est-ce que, comme tu dis, est-ce que le médecin, il a suivi une formation traditionnelle ou une formation universitaire? Et ensuite, ce qui concerne le Jyotish, ce que j'ai compris ces derniers temps, j'ai parlé aussi avec les médecins avec lesquels je travaille, eux, ils partent du principe ou de la pensée qu'aujourd'hui, il y a moins de personnes qui sont religieux ou qui croient en quelque chose. Okay. D'où ils vont moins proposer le Jyotish, leur croyance. Surtout quand les Occidentaux viennent, ils ne pensent pas qu'ils sont intéressés dans cette dimension-là. Parce que l'Occident, il a pas forcément l'image d'être spirituel dans leur... Ouais. Par contre, quand je demande aux patients, est-ce que vous êtes intéressés? Il y a ça, il y a le roman. Bien sûr, ils sont intéressés et je vois bien à la surprise qu'ils sont surpris, les médecins un peu. Ils sont contents aussi que ça soit aussi bien accepté. Mais par exemple, le médecin avec lequel je travaille le plus en ce moment, jusqu'à il y a peu de temps, il n'avait même pas dans la salle de traitement, il n'y avait pas de photos, petit hôtel et photos de Dhanvantari. Parce qu'il y a aussi des musulmans qui viennent, il y a des chrétiens qui viennent, et il ne veut pas imposer aux gens quelque chose. Donc, du coup, ça va en retrait. Et ils ne parlent pas forcément, ils ne viennent pas, comment dire, quelque chose de très individuel ou un accompagnement individuel, mais c'est peut-être plutôt par respect ou par... Ils ne savent pas comment l'aborder. Par pudeur, voilà. Donc, Ou d'autres, si on j'ai leur ouvre vu, la porte, ils vont être ils sont enthousiastes à ouverts. Ils sont partager. ouverts. Voilà, ils sont ouverts à ça. Mais il faut ouvrir la porte. Il faut qu'aussi la personne, il y a une demande. S'il n'y a pas de demande officielle, ils ne vont pas venir. Okay. Après, j'ai vu aussi d'autres personnes où c'est trop. Où c'est un peu la spiritualité... You have to be happy, tu vois, où ils vendent des trucs un peu, où c'est un peu too much, où je me dis, mais c'est où l'authenticité? Ils vont parler à chaque personne la même chose, et donc, trouver vraiment c'est pas très, comment dire, naturel que ça vient. Mm-hmm. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, il faut ouvrir la porte et à ce moment-là, ils sont ouverts et il y a des discussions, ils vont répondre à des questions et tout ça. Mais par pudeur, ils ne viennent pas par eux-mêmes. Ça dépend beaucoup du parcours personnel du médecin puis sa culture personnelle plutôt que, on retrouvera pas nécessairement tout le monde qui sort de l'université avec un titre de BA/MS a pas forcément les qualités. Non. Puis en quoi, qu'est-ce que tu entends par enseignement traditionnel et en quoi l'enseignement traditionnel diffère en ce sens de l'enseignement universitaire moderne de l'Ayurveda? L'enseignement traditionnel est transmis par un gourou.
Donc, la personne a un gourou, soit vraiment le gourou ou la famille, le gourou, le père, où il y a une transmission vivante. Quand le gourou, le maître, il transmet quelque chose, c'est à partir de son expérience, c'est basé sur les textes et c'est vivant. Ouais. L'étudiant, il reçoit quelque chose et il en fait l'expérience directe. C'est autre chose que d'être dans une salle avec 50 personnes et on voit une présentation PowerPoint. C'est clair. Et, et le gourou aussi, il sait exactement les capacités de l'étudiant, il sait quoi, quand transmettre. Donc, la personne, il va, comment dire, prendre les enseignements ou le savoir au moment où il faut, où c'est le mieux pour lui pour absorber. Il y a par exemple, une médecin qui est donc dans l'établissement où je suis le plus en ce moment. Ça fait 18 ans maintenant qu'elle est avec le même médecin. Elle le suit. Elle est elle-même une bonne médecin. Mais elle m'a dit, quand elle a quitté, donc elle a terminé ses études à la fac, et elle est arrivée là, dans ce lieu aussi traditionnel, elle m'a dit, j'aurais commencé à zéro. Elle avait fait son, Son son BAMS. cours au complet, puis elle a senti qu'elle recommençait à zéro. Oui, quand elle est arrivée donc avec ce docteur-là, Okay. bah, elle a dit, l'approche était tellement différente et elle a dû commencer à zéro. Et c'était bien un professeur, c'était quand même un maître d'Ayurveda et non de euh, médecine Siddha ou une pratique de Nathu Vaidya. Donc, c'était vraiment une pratique quand même classique, mais plus traditionnelle. Shastra, vraiment selon les shastras, selon les textes. Ce médecin, il traite vraiment selon les textes. Il ne fait très peu de compromis et du coup, ouais, ça a été différent. Okay. Et est-ce que ces médecins-là que tu as rencontrés, qui ont suivi des enseignements plus traditionnels, ont aussi fait le cours universitaire? En fait, il y avait à l'époque donc Ayurveda Pharmacy, qui est une très grande marque dans le sud, AVP. Oui. Le directeur de l'époque, Krishna Kumarji, il promouvait très Ayurveda. Il voulait rétablir la tradition. Il a mis en place un gurukulam. Donc un gurukulam, c'est les étudiants, ils vivent sur place, ils reçoivent les enseignements et ils rentrent pas à la maison. Donc c'était en 1978 qu'il y avait le premier batch, le premier groupe dont ce docteur il fait partie. Pendant 7 ans, ils étaient dans un endroit, une retraite en fait, où ils recevaient les enseignements. Tout le matin, se lever à 4 heures, faire des rituels, faire l'art martial indien. Kalaripayattu. Voilà, j'arrive à jamais à le prononcer. Et recevoir les enseignements ayurvédiques. Et au moins une fois par semaine, il y avait un sadhu, un swami, une personne spirituelle qui venait leur faire un enseignement. Et donc, tous les médecins que j'ai rencontrés qui ont suivi cette formation, j'en ai rencontré pas mal parce que j'étais à AVP longtemps, ils ont tous une dimension spirituelle. Et ils ont tous une approche différente. Et on voit chez tout le monde, ça radie, leur peau radie, leur être, il y a quelque chose qui les habite. La lumière est allumée à l'intérieur. Et puis ce médecin, après, il a suivi pendant 15 ans d'autres gourous. Pendant 10 ans, un gourou spécial, il avait 2 autres. Donc, c'est des gens qui se contentent pas d'aller chercher que le diplôme. C'est un peu ça qui m'a attiré suite au visionnement du documentaire Ayurveda, The Art of Being. Ça m'avait inspiré d'aller trouver, parce qu'on voyait ce Guru Shishya Parampara, cette lignée-là, cette lignée orale de maître à élève, puis ça me plaisait bien, donc je suis allé marcher sur ces traces-là. Donc, oui, est-ce que c'est tu très as intéressant. trouvé? Oui,
Ça a été toute une histoire, ça a été compliqué. J'ai eu plus d'un mentor. Euh, ouais, mon premier mentor, je n'ai plus contact avec lui. Ça a été le principal, mais son histoire est plus troublée. Euh, je suis tombé sur les lignées des Ashtavaidya. Donc, Ashtavaidya Parampara. J'ai rencontré, d'ailleurs, j'ai suspecté tout à l'heure, tu mentionnais la première clinique au Tamil Nadu. Donc, c'était à la Riyavalia Pharmacy à Coimbatore. Donc, je suis allé là-bas, j'ai rencontré Ram Manohar Pillai, il s'appelait à l'époque le directeur de recherche, qui lui faisait une recherche d'ailleurs sur les Ashtavaidya. Moi, je me suis intéressé aussi à l'histoire ancienne des lignées ayurvédiques. J'ai remarqué aussi que il y a 18 siddhas. Il y a les 18 siddhas du Tamil Nadu, n'est-ce pas? Mhm. Ben, il y a 18 Ashtavaidya Oh. au Kerala pour les 18 districts. Puis en faisant l'histoire en lisant sur, parce que là, il y a de plus en plus de bouquins qui sortent. À chaque fois que je vais dans le sud de l'Inde, il doit en avoir une tonne maintenant. Il y a des nouveaux livres sur les traditions siddha qui étaient à l'époque, il y avait presque rien là-dessus. Enfin, pas que je pouvais trouver. Donc là, je trouve qu'il y a de plus en plus de bouquins. Puis dans quelques-uns d'entre eux, j'ai découvert, enfin, je sais plus trop où, mais on mentionnait que là où ou tel siddha avait fait samadhi, c'est-à-dire qu'il avait quitté son corps, ben, ça donnait à être les villes où les familles d'Ashtavaidya ont apparu. Mais parfois quelques dizaines ou centaines d'années plus tard. Et sans mention, c'est vraiment des histoires qui existent. Bon, sans doute que les liens sont là quelque part, quelqu'un les a faits, mais dans les différentes sources, c'est vraiment des sujets complètement différents. Mais là, je me disais, bon, il y en a 18 de chaque, ils font samadhi dans les mêmes villes. Il doit bien y avoir quelque chose là-dessous. Bon, pour l'instant, j'en sais pas plus, mais ça va certainement piquer ma curiosité. Puis c'est une ambition pour moi de participer aussi. On a gardé un lien avec des gens en Inde, mais le Gurukul est vraiment une ambition pour moi et c'est assez peu commun en Inde. Il y en a encore apparemment. Je serais très intéressé d'en visiter un. Mais c'est un concept extrêmement florissant. Au-delà de ça, on peut forger un village ayurvédique avec potentiellement en relation aussi avec les populations autochtones, les Indiens des forêts, comme on les appelle parfois, ou les protected tribes, qui, eux, ont un contact. Dans les textes ayurvédiques, on mentionne de les écouter. Dans l'histoire que j'ai fait de l'Ayurveda, les textes, c'est important, mais le vrai Ayurveda vient des gens des forêts, des gens qui vivent dans la nature, et eux, c'est de eux que la connaissance a été apportée, mais ces gens-là ne savent pas comment, d'une tribu à l'autre, d'une nation à l'autre, comment partager leur connaissance, comment. Donc, ça n'a pas donné des lignées aussi solides. Bon, les lignées orales accompagnées avec les textes aussi, ça fait quelque chose de très, très solide, et très difficile à se perdre, un peu comme la médecine s'est perdue en Amérique du Nord, par exemple, où avec la chute de la culture amérindienne, ben, la plupart de la médecine amérindienne a disparu à ce jour. Ouais. Tandis qu'en Inde, les textes, les shastras, puis la continuité aussi de la culture indienne a permis à ces lignées-là de perdurer. Et est-ce que ce Gurukul est toujours en fonction? Est-ce qu'il est toujours actif? Non. Non, Krishna Kumarji, il a quitté son corps et, Okay. Et ça ça n'a a pas été été perpétué déjà. par la suite? Non, déjà quand je suis allée la première fois là-bas à faire ma cure, il y en avait déjà plus ce Gurukulam. Non. Il y a une fois par an juste une sorte de workshop maintenant qui a lieu quelques semaines. C'est un peu, je pense que juste en mémoire de ce Gurukulam, mais malheureusement non. C'est trop difficile aussi aujourd'hui d'établir un tel truc. Et ils n'avaient rien à payer en plus. Les étudiants étaient choisis et ils payaient zéro. Hein. Oh, wow. Tout a été Mais ils étaient offert. choisis, Ouais. ils devaient s'engager, ils devaient. Wow. Voilà. Mais c'était un vrai Gurukulam. Et je sais que le médecin avec lequel je travaille, en fait, lui, c'est un brahmin. He's sticking on the tradition. Il tient vraiment la tradition. Hein. C'est un des mecs qui va faire survivre la tradition. Et dans ses entourages, il y a encore des Gurukulam pour des fils des brahmins qui vont donc vivre chez quelqu'un à la maison.
Et il m'a dit que la personne, il n'accepte pas l'argent, par exemple. Il a dit aux parents, si vous m'apportez de l'argent, je renvoie votre fils à la maison. OK. Ils Bon, acceptent peut-être un des sac de fruits, riz, des fruits, quelque chose, mais il a quand même une une dizaine, offrande. une quinzaine de personnes, des gamins ils s'en occupent. Et c'est cet esprit de service et de transmission qui est donc dans la culture indienne qui était avant le système d'éducation en fait. Oui. Mon premier enseignement avec mon mentor était comme ça. Il n'y avait pas d'argent, c'était dit d'avance. C'était, Ouais. on le fait par échange de cœur. Pareil. Le, Ouais. on fera une deuxième interview parce que on a que quelques minutes pour compléter ce premier épisode entre nous, mais euh, pour terminer ce premier échange, quel serait, qu'est-ce que tu envisages et qu'est-ce que tu espères pour l'avenir de l'Ayurveda, mais aussi l'avenir de tes propres relations avec ces centres-là? Comment tu vois les choses se développer? Euh, quel est ton souhait par rapport à l'état des choses en ce moment en Ayurveda en Inde? Hum, mon souhait, c'est que la tradition reste vivante, que les gens se réveillent ou que les gens deviennent conscients qu'il y a une différence entre l'Ayurveda qui est proposé dans beaucoup de lieux, qui est donc un Ayurveda dilué et qui peut même être dangereux quelquefois, les traitements, puisque certains paramètres ne sont pas respectés, où il y a trop de compromis pour soi-disant ne pas trop basculer la personne ou des trucs comme ça. Donc j'aimerais qu'il y ait une plus de conscience de ça chez les personnes. Et donc s'il y a la demande de quelque chose de plus traditionnel, il y aura aussi après peut-être un mouvement ici, je sais pas, mais Pour l'instant, pour tu le vois pas encore naître, ce mouvement, hein? non, 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 non. C'est des initiatives très individuelles. Voilà, il faut vraiment aller chercher et même les centres traditionnels, je vois qui sont traditionnels, ils font quand même encore des compromis qui sont, après ce que je connais maintenant de ce médecin avec lequel je travaille, qui est aussi mon mentor, hein, et que ces compromis, ils vont un peu à la rencontre, à l'encontre du traitement. Ouais. Donc, c'est encore limite, parce qu'on voit, parce qu'il y a d'autres cliniques où il y a du buffet, la grosse bouffe qui est proposée. Les Ouais. gens peuvent faire des sorties, aller faire du shopping, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Il y a un vrai C'est pas entertainment sérieux, pendant en la fait. cure. C'est pas du tout sérieux et c'est dangereux même. C'est Ouais. dangereux. Parce que le Ouais, on donne des traitement, massages à des gens qui peuvent pas le prendre, qui ont des nausées, ils sont pleins de voilà, toxines, puis là, ils reçoivent des Abhyanga, puis après, ils ont mal au cœur, puis c'est sûr que ça fait pas bonne ouais, réputation. ça fait pas, et après, c'est mis sur le dos de l'Ayurveda comme quoi ça marche pas. Mm. Ouais, Mais oui, s'il y a certains bien sûr. trucs qui sont pas respectés, bien sûr, ça marche pas. Donc, mon souhait, c'est ça, de pouvoir préserver ou être une petite particule qui aide à préserver Mhm. la tradition en Inde. Et qu'il y a les gens aussi, quand ils viennent, qui viennent avec un esprit ouvert Mhm. et, euh, et en confiance de recevoir le traitement. Mm. Donc, ta mission, c'est un peu de t'assurer que les gens rencontrent la meilleure version possible de l'Ayurveda dans leur voyage, Oui, autant que faire se peut. Puis, pour toi, c'est pas chose gagnée. Donc, tu serais assez d'accord avec mon affirmation si je dis, bon, sur 100 médecins en Ayurveda en Inde, il y en aurait qu'un seul auquel je confierais mes proches. Pas que oui, les autres sont nécessairement mauvais ou néfastes, mais que, bon, si on parle de ce qui est vraiment le plus appréciable et le plus ce qu'on souhaite préserver ou ce qu'on souhaite garder contact, c'est un peu ce que je raconte avec ma clinique, la clinique avec laquelle j'ai gardé un lien, c'est si cette clinique ne fait pas mieux que la moyenne des individus, ben j'ai aucune ambition de me mêler, je veux dire,
l'Inde a Maintenant. suffisamment de cliniques, d'endroits, c'est pas ça l'enjeu. Mais c'est que ça reste à son idéal, que ça reste à l'idéal à l'image de ce que l'Ayurveda peut être. On voudrait pas que ce soit moins que ça, surtout si on y a goûté Bah pour oui. nous-mêmes une fois. Et Mais c'est bon. après, envoyer des gens dans des endroits, et ça crée un conflit interne pour moi. Ah oui. Et aussi, je me dis, les gens, ils font un tel effort, c'est un investissement au niveau financier, au niveau du temps, ils doivent se libérer de leur boulot, c'est vraiment un gros projet. Ouais. Et en plus, ils viennent avec leur santé. C'est pour un bien-être à la fin, pour être bien. Donc, autant que faire le vrai, le bon, si déjà il y a autant d'efforts et ne Mais pas c'est peut-être faire. la seule fois qu'ils vont faire ça dans leur vie, Voilà, sait-on jamais. En tout cas, si ça se passe mal, certainement que ça va être la seule fois. oui, ça c'est clair. Mais pour quelques personnes, ça suffit aussi une fois. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient et c'est bon après. D'autres, ils ont besoin de revenir plusieurs fois s'il y a des pathologies chroniques pour stabiliser et solidifier un peu le travail, pour aller plus loin. Mais oui. Merci pour cet échange, Manuela. On reprendra un autre fois prochainement. On pourra peut-être approfondir ce que j'envisagerais pour un second échange. Ça pourrait être de discuter d'histoires de cas plus précises, parce qu'on pourrait parler d'Ayurveda, mais beaucoup de gens expliquent les principes de l'Ayurveda. On enseigne des formations en Ayurveda, mais c'est intéressant d'avoir des histoires de transformation, chaque parcours de chaque personne. Avec quoi ils arrivent, qu'est-ce qu'ils ont gagné, avec quoi ils repartent. Je suis certain que tu aurais des tas d'histoires très intéressantes à nous partager ou des Oui, petits morceaux d'histoire pour pas vendre oui, l'histoire. il y a quelques histoires à raconter, sûr. D'accord. Donc, on plongera directement dans ce sujet-là Avec, pour un prochain épisode si tu le souhaites bien. avec grand plaisir. Merci, Manuela. Puis, ce n'est que partie remise. Namaskaram. Merci, Jonathan. Namaskaram. Passe une belle nuit, je pense, pour toi. Tout à fait. Bon matin.